Tu fais parfaitement avec le cinéma des frères Cohen. Du très grand pour moi. Détesté. Je suis un blanc. Dans le Wood Shredder. Oh! Après le cinéma français, le yodel. Dans ce monde, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui croient comprendre les films des frères Cohen et il y a les autres. Salut à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre des podcasts, le seul podcast qui spoil tout et assume, et parfois s'habille en cow-boy dépressif pour mieux philosopher. Aujourd'hui, on vous amène dans un univers où les destins déraillent, où les héros souvent paumés, moustachus et très très silencieux, et où le mot culte ne veut plus rien dire ou pas dire grand-chose parce qu'il s'applique à la moitié de leur filmographie. Oui, mesdames et messieurs, on parle des frères Cohen, ce duo improbable qui a transformé le cinéma indépendant américain en terrain de jeu kafkaïen, un cinéma qui carbure à l'absurde, au destin et au... Je suis un blanc. J'aimerais t'aider, mais je sais pas où tu t'en vas. Au tapis maltraité et au tueur à bolide avec des problèmes capillaires certains. Et comme toujours, je suis accompagné de mes deux complices. À ma gauche, Alex Bernier, certainement le seul homme capable de réciter de Big Lebowski en version originale, sous-titrée français-québécois. Et à ma droite, Maxime Paiement, qui pense que Barton Fink est un body movie, mais qui a quand même révisé un peu sa position après un troisième verre de whisky et une relecture complète de No Country for Old Men. On vous parle de ce que les frères Cohen représentent pour nous, de leur thème, de leur obsession, de leur humour noir comme une coupe de cheveux de Javier Bardem. Et bien sûr, on prépare notre top 3 personnel des films ou des scènes préférées de leurs films. T'es en feu. Oui, alors installez-vous, mettez la BO de Raising Arizona en fond, si vous en avez marre d'avoir que nos voix, et préparez-vous à voyager de Fargo à Levin Davis en passant par des modèles louches et des concours de yodel, donc on en a déjà eu un là en introduction. Bienvenue à la guerre des podcasts, édition spéciale Frères Cohen, et rappelez-vous, this podcast ties the room together. Bienvenue, monsieur. Wow. Et Alex, Ouais. comme d'habitude, bien content de t'avoir ici. Toujours, vraiment. Suivez-nous sur YouTube, Instagram. Tu me vous vois ou tu parles à notre public? Non, là, je parle... Je pensais que tu me disais de vous suivre sur YouTube. J'oublie un message important. Donc et les gars et mesdames, surtout... Parce que, alors, surtout. Non, mais il y a un truc, j'ai un peu honte. J'ai regardé nos statistiques sur YouTube. 100% des personnes qui nous écoutent sont des hommes. Mais c'est pas vrai, tu nous parles de ton ami E. Oui, mais elle nous écoute... En Europe. Non, elle nous écoute en podcast audio, pas sur YouTube, okay. En vidéo. Depuis qu'on est sur vidéo, on a vraiment augmenté On a la cote masculine? 100%. Est-ce qu'on le prend comme une insulte? Il y a Joe Rogan qui est nous. Ça m'étonne pas. Je comprends que... Bref. Mais, et surtout, c'est entre 35 ans et 50 notre cible. Donc, si jamais il y a des publicitaires qui cherchent dans cette niche-là de personas pour faire, je sais pas moi, une annonce de bière. Voilà. Donc, Alex, bienvenue. Mais merci. Maxime, bienvenue. Merci. Les frères Cohen, c'est quoi pour toi? Ben, c'est un duo de cinéastes comme il n'y en a pas. Ils existent sur leur île déserte. Ça fait 40 ans qu'ils font du cinéma. Ça fait 40 ans qu'ils continuent de nous surprendre avec leurs personnages. Tu as fait une bonne description en intro. Mais moi, la première fois que j'ai vu un de leurs films, c'était Raising Arizona, justement. Mon frère m'a dit, tu regarderas ça, t'as jamais vu un film comme ça. Puis ça commence, puis dès le début, c'est tellement déjanté. C'est comme un peu, c'est des thèmes un peu bad, dark, mais traités de façon spécialement ce film-là. Mais il y en a eu d'autres par la suite dans ce genre-là. Mais la force du casting, la force de l'écriture, la force de la mise en scène, des risques qu'ils prennent, il y a un style tellement unique que tu retrouves d'un film à l'autre, que moi, je suis tout le temps tellement en extase devant les gens qui
qui assument leur style, même s'ils savent que c'est pas pour tout le monde. Ils vont à fond, un peu en disant moi, je m'en fous ce que les gens en pensent. Évidemment, ils font du cinéma populaire, fait qu'ils trouvent un public à travers ça, mais ils n'essayent pas de plaire à tout le monde. Puis quand tu pognes la bonne affaire, puis tout à l'heure, tu as parlé de comprendre leur film, pas comprendre leur film, moi, je suis absolument de l'école où il y a plein d'affaires dans leur film que je comprends pas. Ça me dérange pas. Il y a plein de films de Miyazaki. J'en parlais la dernière fois quand on parlait des films d'animation. Moi, Ça cache pas la référence. Des fois, ça me dérange pas. Des fois, je dis à ma blonde, je suis un peu un idiot. Qu'est-ce qui se passe dans la scène qu'on regarde en ce Tu fais moment? parfaitement avec le cinéma des frères Cohen. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, quand je regarde la fin de No Country for Old Men, la fameuse scène du rêve de Tommy Lee Jones, quand j'étais au cinéma, je regardais tout le monde, je suis comme... Tu cave. Je la pogne Je pas. comprends rien. mais ça me dérange pas. C'est des études de personnages. Je sais à peu près qu'est-ce qui se passe dans les histoires, mais c'est un peu jouissif regarder ça. Encore une fois, c'est une drôle de parallèle, mais je reviens encore à Miyazaki. Il y a plein de ses films. Je comprends pas grand-chose de ce qui se passe, mais j'ai du plaisir tout le long. Puis on dirait que c'est pas toujours ça le plus important, c'est de dire voici exactement c'est quoi le plot de l'histoire. Ouais. L'important, c'est de voir qu'est-ce que les personnages y vivent. Puis je pense qu'ils ont une ribambelle de personnages incroyables, les frères Cohen. Puis juste à travers ça, leur cinéma est vraiment génial. Et pour toi? J'ai commencé avec une couple de statements qui font maintenant mon charme et mon style. Charme. Je sais pas. Ouais. Auto-proclamer ton charme, on va voir. Okay, auprès de la gente masculine YouTube. Là. OK. Je pense sincèrement que Fargo, c'est le 10e meilleur film de tous les temps. Fait que déjà, en partant, ça place la barre haute. Je pense que Raising Arizona est la meilleure comédie de tous les temps. Je les considère comme les meilleurs réalisateurs de comédie de toute l'histoire. Ils ont un long track record, soit de la comédie noire, soit de la comédie grandiloquente. Il y a toujours... Tout leur cinéma a toujours un fond comique d'une quelconque façon, à part peut-être Dwayne Davis puis Serious Man. Mais tu sais, ils font du drame, ils le font très, très bien. Mais il y a toujours un élément comique extrêmement unique de leur... ils ont une voix bien à eux. C'est du cinéma du Midwest pur que je trouve le fun. J'ai découvert le cinéma du Midwest pas mal grâce à eux. Puis, l'affaire aussi, c'est que, un peu comme toi, j'ai découvert... en fait, je l'ai découvert par hasard en écoutant probablement... à l'époque, c'était peut-être même Télémétropole avant TVA ou les early days de TVA. Mais tu sais, genre, probablement un samedi après-midi, Raising Arizona, quelque part en 88. Puis j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Où c'est ça s'en va? C'est donc ben weird. Je pense que c'est drôle. Ça doit être drôle. Ça a l'air d'être drôle. Fait que donc, j'imagine que c'est une comédie. Puis là, à travers les années, je l'ai revisité, reloué. J'ai usé le tape. Après ça, j'ai acheté le DVD. J'ai usé le DVD. Puis tu sais, whatever. Leur cinéma, je m'en lasse pas. Puis un dernier point que je trouve très particulier à eux, c'est qu'à part une à deux exceptions, je crois que ce sont les cinéastes les plus constants qui ont cette filmographie de cette longueur-là. Tu sais, Tarantino est très constant, mais il n'a pas t'as autant de 9, tu sais. films. Eux, ils en ont quand même une vingtaine. là. Tu sais, 18. 18. Bon, 18. ouais, plus, mettons, Plus les séries. ouais, puis les films tu sais, individuels. Là. Mais ils ont une constance absolue. La qualité. Tu sais, même Spielberg a des up and down, même s'il y a beaucoup d'ups. Scorsese aussi. Tu sais, Coppola. Eux, c'est vraiment constant. Là. Ouais. Puis je pense qu'en ce moment, une des raisons pourquoi, justement, peut-être qu'ils font moins de films ensemble, c'est qu'ils attendent d'avoir quelque chose de vraiment particulier, unique à dire avant de dire, OK, on se relance dans un film ensemble, les deux frères, tu sais. Ouais. Mais écoutez, pour moi, c'est aussi Raising Arizona qui... Mais pour moi, ça s'appelait Arizona Junior. Ouais, Parce que, moi aussi. parce que Arizona Junior. je l'ai vu au cinéma quand, Ah oui, quand quand c'est- même. quand c'est Wow. sorti. Et l'histoire, je vais la raconter parce que elle est cocasse, c'est peut-être un grand mot, mais elle est, j'espère, intéressante. Il se trouve que à l'école, tu dois avoir, je sais pas moi, 13, 14 ans, un truc comme ça. On avait une sortie de cinéma avec notre prof de français qui m'aimait beaucoup. Donc, elle m'avait dit, Garci, choisis le film. Oh. Et
Je vous jure, parce que je voulais me montrer que j'étais intellectuellement très avancé et un garçon de goût. Je fais une liste, puis je savais fuck all qui étaient les frères Cohen. OK. Mais je lus comme le résumé, je me dis, Mais c'est leur deuxième film ouais, aussi. ouais, en Ouais. plus, puis donc je lis le résumé, j'ai vu l'affiche, et je me suis dit, oh, ça a l'air weird, Mhm. on va aller là-bas. Longue histoire courte, moi j'ai adoré. Je pensais que c'est pas là que tu t'en allais. Ton professeur a détesté. J'ai adoré. Le reste de la classe, je pense, ils m'ont haï à vie. On avait une soirée cinéma et je les amène voir ce. Mais ce- 14 ans, c'est pas pire C'est pas pire. pour regarder ça. Il me semble Non. que tout le monde a haï ça. Mais oui, je pense. Non, peut-être. Mais quand t'es pas prêt du tout, c'est sûr qu'il faut que On m'a beaucoup. What the fuck? Qu'est-ce que tu nous as amené voir? Mhm. Voilà. La prof, elle a bien aimé. Ok. Mais du coup, c'est un film comme vous qui m'a vraiment marqué parce que tu t'attends. Quand l'histoire commence, tu vois tous ces bébés, puis l'histoire, ils en ont 10, ils peuvent bien. Qu'est-ce qui va. Un qui leur manque, puis le chasseur de primes. Ouais, Randall Tex Cobb. Bref. Turn to the right, turn to the left. Et pour moi, j'adore les films d'humour, mais surtout les films d'humour noir, Ouais, ben là. parce que pour moi, il n'y a pas meilleur humour que l'humour noir. Et ils sont maîtres là-dedans. Ils sont maîtres dans. Burn After Reading. Oui. Fargo. Et des gens communs, un peu nuls, qui leur arrivent de merde après merde après merde, et que ce soit drôle et dramatique à la fois, avec une esthétique qui est impeccable. Voilà, c'est du très grand pour moi. Ce sont les meilleurs, je pense, à mettre en scène des idiots. Ouais. Oui. Vraiment. Et l'incompétence. Ouais. Tous leurs criminels sont incompétents. Mais souvent, leurs personnages principaux sont un peu des idiots. Ouais. Ou des gens qui ont des ambitions qui ne cadrent pas avec ce qu'ils sont capables de donner à la vie. Ouais. Donc, il y a ce clash-là. Puis, ils ont aussi souvent des Ils ont personnages. dépassé leur seuil de compétence. Des personnages aussi à qui, des fois, il arrive des choses plus qu'eux provoquent des choses. Puis ça, en scénarisation, généralement, c'est un faux pas. Ouais. Mais dans les frères Cohen, ils réussissent vraiment bien. Ils ont fait un style bien à eux. Puis l'autre affaire aussi, c'est combien de cinéastes et même de scénaristes, tu dirais, ils ont une voix bien à eux? Il n'y en a pas des tonnes, là. Il y en a pas. C'est sûr qu'on pourrait en trouver. Tarantino en est un. Oui, là, ça, oui, puis Scorsese a un style mais j'ai l'impression visuel, que nous, on va falloir qu'on mette en prison certains noms parce que j'ai l'impression qu'on dit toujours les mêmes Ouais. noms, mais c'est vrai que ceux-là qu'on nomme souvent ici, ils ont leur style à eux. David Fincher, Christopher Nolan. Oui. Puis ce que j'aime, moi, des frères Cohen, c'est que quand j'ai vu Arizona Junior, parce que je l'ai vu à la télé en français aussi, comme toi, au début, j'avais jamais vu, pour une comédie, somme toute assez absurde, une caméra qui bougeait comme ça. Ça, c'est vraiment propre à eux. Puis, tu sais, c'est drôle parce que Wes Anderson a aussi commencé avec, tu sais, quand il a fait Rushmore, il y avait une caméra beaucoup plus vivante que maintenant, qui était cadrée. Puis, je trouvais ça tellement excitant. Tu sais, tu regardes la fameuse poursuite, tu sais, quand Nicolas Cage se fait poursuivre par les chiens, puis tout. Les couches, là? Ouais, les couches, là. Je veux dire, Catherine Bigelow a littéralement copié cette scène dans Point Break. Ça, c'est quand même quelques années avant le Copacabana dans Copacabana dans Goodfellas. Je veux dire, celle-là est très célèbre pour son plan séquence, mais c'était pas la Steadicam, mais les frères Cohen étaient passés par là avant. Fait que, tu sais, ils ont influencé des cinéastes majeurs avec leur style qui appartient pas à la comédie, qui est juste de l'inventivité, puis une caméra hyper vivante, originale. Tu sais, le Fargo est un des films les mieux cadrés jamais mis sur pellicule. Là. Je suis d'accord. Tu sais, fait que c'est pas juste des scénaristes avec une voix propre à eux. Non. Ce sont des vrais cinéastes. Mais tu le mentionnes, mais pour moi, l'univers de Wes Anderson ne se peut pas sans les frères Cohen. Je suis 100% d'accord avec toi. D'accord aussi. Ouais. Est-ce que pour notre top 3, Alex, c'est quoi qu'on a choisi comme thème?
Ben, notre thème, c'était évident. Tu sais, on parle des frères Coen, ils ont 18 films, fait qu'on va parler de nos top 3 films des frères Coen. OK. How original. Et cette fois, on s'est donné le droit d'avoir des doublons. Ouais, puis on en a eu des doublons. Et on Donc, commence tout de suite avec un doublon, je crois. Non, c'est moi, je suis Ah seul. oui, Seul t'es sur mon île. Là, t'es seul sur ton île. alors, En ouais. numéro 3, Ouais. j'ai de 2001, The Man Who Wasn't There, OK. qui est probablement un de leurs films les moins connus et les plus underrated. C'est un film en noir et blanc qui a été shooté en couleur parce qu'ils voulaient s'assurer, le studio les a autorisés que le film soit en noir et blanc, à moins que ça soit pas bon en noir et blanc. Fait que là, il aurait été en couleur, mais il a été tourné par Roger Deakins en couleur, mais pour être... Un 2 de pique. Oui, c'est ça. Il a fait 13 de leurs 18 films, d'ailleurs, Roger Deakins. C'est un film qui raconte, encore une fois, une histoire de petits personnages, un triangle amoureux, chantage de rançon extraterrestre. Il y a plein d'éléments vraiment étranges. Ouais. Le casting est impeccable. Direction photo débile. C'est vraiment drôle. Puis, comme tu dirais, c'est comme une couverte chaude, ce film-là. Je vous encourage à le regarder. Ouais. C'est un hommage au film noir. Et la scène que je vous présente aujourd'hui en vidéo sur YouTube et en audio pour la version podcast, c'est Billy Bob Thornton, un simple barbier qui engage un avocat, Tony Shalhoub. Le rôle qui supposément lui aurait donné son rôle dans la série Monk, pour lequel il a gagné tout. Il paraît que c'est en voyant ça que les gens qui ont fait Monk, ils lui ont donné ce rôle-là. Donc, il joue le rôle d'un avocat pour Quand défendre. il lui donne tous les tarifs. Il le rencontre dans un restaurant puis il dit voici comment ça va fonctionner. Ouais. Puis c'est juste comme C'est parfait. son dialogue est I don't fou. want to waste your time, so I'll eat while we talk. You mind? You don't mind. So, in addition to my retainer, you're paying hotel, living expenses, secretarial, private eye if we need to make inquiries, head shrinker should we go that way. We'll talk about appeals if, as, and when. For right now, has she confessed? No, of course not. She didn't do it. Good. That helps. Not that she didn't do it, that she didn't confess. Of course, there's ways to deal with a confession, but that's good. It's one less thing to think about. Now, interview. I'm seeing her tomorrow. You should be there, 3 o'clock. One more thing. You keep your mouth shut. I get the lay of the land. I tell you what to say. No talking out of school. What's out of school? Everything's out of school. I do the talking. You keep your trap shut. I'm an attorney. You're a barber. You don't know anything. Okay. À votre tour, vous avez un film en commun en Ben, troisième place. on a Miller's Crossing 1990, Ouais. que moi je décrirais comme un opéra irlandais sous whisky. Oui. Dont l'extrait, finalement, on a pris le tien. Ah oui? Oui, donc Ah. vas-y, parle-en. Donc, c'est. Commençons, parlons de l'extrait, puis on parlera du film après. Mhm. C'est le personnage de John Turturro qui doit disparaître. Puis, tu sais, le personnage de. Gabriel Byrne. Gabriel Byrne est chargé de le buter. Puis, tu sais, Mhm. Gabriel Byrne, là-dedans, c'est un fixeur, mais c'est un criminel, mais c'est pas lui qui a le doigt sur la détente, habituellement. Il serait capable, mais Non, il il y en veut a- pas. Il aime bien faire la sale job par Contrairement à d'autres. beaucoup d'autres. Non, il C'est est- ça. Puis là, c'est lui qui est en danger s'il ne bute pas John Turturro. Puis John Turturro, il marche en forêt. Là où, tu sais, c'est pour ceux qui ont l'affiche en tête, c'est définitivement, en fait, c'est le plan du film. Mhm. Puis John Turturro est d'une lâcheté épouvantable. Puis évidemment, probablement que je ferais pareil aussi. Là, tu sais, dans la vie, tu as envie de ne pas mourir, ton instinct de survie kick in. Puis il supplie à genoux Gabriel Byrne de regarder dans son cœur, voir s'il n'y a pas un peu de pitié pour lui, puis de le laisser en vie. Puis finalement, il fait semblant de le tuer. Puis Ouais. juste pour quand l'extrait audio, on comprenne, il tire, mais il tire à côté. Oui, puis le but, c'est que toi, tu disparais. Fais-toi, Ouais. tu sais, fais comme si tu étais mort, essentiellement. Puis évidemment, John Turturro fera pas ça. Look at you. I'm praying to you. Look at your heart. Look at your heart. Look at your heart. Look at your heart. Tommy. Shut up. You're dead. Get me? I understand. I'm dead. God bless you. Shut up. You have to disappear. You have to blow for good. God bless you. Go somewhere no one knows you. I don't care. You're not my problem anymore. Of course not. Of course not. You've done your share. Thank you. Don't worry.
Shut up. I understand. Shut up. Thank you. Shut up. Miller's Crossing, tu me pognerais une autre journée de la semaine, je te dirais, c'est peut-être leur meilleur film. Je le trouve à ce point. Tu sais, j'ai passé mon intro sur les frères Coen à dire hey, ce sont les meilleurs. Miller's Crossing appartient à cette discussion-là. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est à la fois un hommage au film de gangster. C'est un pastiche à bien des égards de Godfather. Le plan d'ouverture est carrément un hommage. Puis même, c'est le personnage de Tom est comme c'est Un anti. Michael Corleone. Ouais, quoi. exactement. Ouais. Puis c'est un film sneaky drôle. Au début, la première fois que je l'ai vu, je pensais pas que c'était une comédie. Je comprenais pas l'humour. Mais il y a vraiment des blagues. Évidemment, il y en a, c'est des grossiers, là, comme il y a un gars, il se fait frapper, il repart, il revient, puis il y a un petit bonhomme qui vient. Il y a des gags très slapstick, littéralement. Ouais. Mais il y a aussi des gags vraiment subtils, comme, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que les personnages parlent, ils vont se servir un verre de whisky. Ah oui, Au début, c'est pas une joke, c'est juste un mode de vie. Mais à un moment donné, quand ça s'accumule, tu fais ça, c'est cave. Chaque début de scène Systématiquement, commence comme ça. c'est des glaçons dans un Ouais. verre, puis rendu là, c'est une blague. Ils le font pour eux, ils devaient se bidonner. Ils devraient se tourer drôle. Ben, tu sais quoi, après 4-5 fois que je vois le film, je commence à être sur la même longueur d'onde, puis moi aussi, je trouve ça drôle. Fait que je trouve vraiment que c'était un sacré troisième film, pour vrai. Mais puis parce qu'en même temps, il y a tout ça, mais l'esthétique, il y a des moments, pour moi, ça fait très du Kurosawa. Ouais. Il y a des blagues lourdes, mais il y a un soin à l'esthétique, à l'écriture. Même la scène du chapeau qui vole. Qui est... Ou l'autre scène que tu avais choisie, la scène du shootout dans la maison. Ben là. Oui. Ça, là, visuellement, là, c'est Finalement, époustouflant. j'en ai pas la mettre parce que c'est à l'audition, là, t'entends pam, 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 pam. Mais c'est... Avec des bonnes scènes d'action, de gangster. Puis on y croit dans ce... Puis un dernier truc que j'aime aussi beaucoup, c'est je trouve que c'est le film qui a cimenté la relation intrinsèque entre les frères Coen et Carter Burwell. Le compositeur. Chaque grand fait cinéaste. tous leurs films sauf un. Exactement. Ouais. Chaque grand cinéaste a souvent un grand compositeur. Qu'on pense à Sergio Leone, à Spielberg. Ben, Carter Burwell et les frères Coen, pour moi, c'est complètement indissociable. Puis il y a une dernière chose que je trouve intéressante dans ce film aussi, c'est que c'est un film assez silencieux, sauf quand ça pète, quoi. Il y a ce contraste de violence et puis peu de paroles, mais après ça pète dans tous les sens. Ouais, pour moi, c'est un vraiment bon numéro 3, sans conteste. Moi, je l'avais pas revu depuis longtemps, puis les deux, ils m'ont mis presque un gun sur la tempe. Wow. Je l'ai regardé à nouveau, puis effectivement, il est meilleur que quand j'avais 14 ans. Là, Ouais, mais j'ai c'est ça. vu. C'est le fun de revoir leur film. Parce que d'ailleurs, leur film, c'est dans les most rewatchable cinéma. Il y a 14 ans, il devait te faire un peu peur aussi. Ben oui, c'est ça. Évidemment. Tu es allé chez un des amis? Ouais, pas VHS, tout ça. On rebuild sur les mêmes gags parce que c'est ça que les gens demandent. Ouais, exact. Tu avais suggéré de diviser ça dans des blocs par période? Oui, donc le premier bloc, ça serait la moitié de leur carrière, donc qui combine de 1984 Blood Simple jusqu'à Oh Brother Where Art Thou en 2000. Donc Raising Arizona, Miller's Crossing, Barton Fink, Hudsucker Proxy, Fargo et The Big Lebowski. C'est quand même une belle feuille de route, ça. Ouais. Puis c'est de parler un petit peu de c'est quoi leur thème, qu'est-ce qu'on retrouve dans leur cinéma généralement, même si leurs films sont vraiment différents. En termes de, tu sais, on parlait de, des fois ils font des films de mafia, des fois ils vont faire un film qui se passe dans le Far West, ben, tu sais, mettons True Grit, par exemple. Un film sur le hula hoop. Exact. Mais à travers ça, on a des personnages qui se ressemblent dans l'espèce de... Tu parlais, tu sais, on ose à peine le dire, mais c'est souvent un peu des losers, leurs personnages principaux. Mais c'est quand même difficile de dire, je vais faire mon cinéma sur des perdants. Oui, parce qu'en même temps, on a ces losers, puis après, les gens plus sensés, on va dire, sont des gens simples qui ne sont pas des vrais héros, ils sont juste très cartésiens,
day to day, Mhm. puis et ça suffit en fait pour résoudre des choses où ça part parce qu'ils sont cons, les gens. Ben oui, c'est Ah ça. ouais. Oui, puis tu sais, c'est des cinéastes qui n'ont pas peur d'essayer des affaires complètement différentes. Tu sais, une comédie musicale, c'était un choix, Mhm. en plus basé sur l'Odyssée. Ils ont fait aussi, tu sais, à Sucker Proxy, je sais même pas comment un studio a osé financer ça. C'est vraiment complètement déjanté comme Sur film. l'invention du hula hoop. Ouais. Ben, Dans c'est- un voilà, traitement un peu comme Raising Arizona, c'est-à-dire absolument over the top, Ouais. ça devrait pas marcher. Moi, personnellement, je pense que c'est un de mes Un- films les moins préférés de Un peu eux. Monty Python-esque. Ouais. mais c'est-à-dire que là, je vais faire un Alex Bernier, Ouais. je ne l'ai pas vu. OK, Wow! parfait. Ouais, ouais. C'est pas gentil, T'as-tu mais... vu la passe où j'ai dit que c'est très Monty Python-esque? Oui, oui, c'est Tu pour ça. devrais Là, aimer ça. oui. Là, oui, je vais le mettre sur ma liste, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, à ton point, peut-être qu'on peut considérer que Hot Proxy était peut-être une petite vallée dans Ouais. leur. Puis après ça, ils t'arrivent avec Fargo, Ouais, Mhm. Qui le a- film d'après. catapulté leur carrière Ah en oui. avant, nominé aux Oscars, un chef-d'œuvre en tout point de vue. Comédie noire, où il faut vraiment que tu écoutes la mélodie pour entendre l'humour. Le film est magnifique à regarder, Mhm. la musique est superbe. Puis c'est un film sur les criminels les plus Ben ordinaires. exact, l'histoire est ordinaire. Il y a un peu rien. Tu sais, à un moment donné, je me Mais c'est rappelle. basé sur une histoire vraie, non? En fait, ça, c'est une Oh, des c'est choses. mythe. Ils disent ça. Ah, ok. This is a true story. Ça commence de même. Fait que Ouais. dès là, tu dis, it's not. It's a true It's story. a true story. Mhm. Fait que ça, eux autres, Au sens- ils sont bien bidonnés avec Ouais. ça parce que quand le film finit, ça dit ce film est basé sur Rien rien du tout. du tout, Ok. toute coïncidence. C'est pas une vraie histoire. Non. C'est vraiment une C'est histoire. une histoire. C'est une vraie histoire. Et même lors de la série Fargo, qui Ouais. est très bonne également, Ouais. ils disent la même chose à chaque début d'épisode. Puis ça devient comme quasiment un gros gag. C'est ça. Mais c'est Ben, basé. très bonne. Il y a des Ça dépend, oui. il y a des saisons La meilleures. première puis la Après- deuxième sont Ouais, vraiment et la bonnes. dernière que j'ai pas vue, j'ai lu Ouais, beaucoup de elle est bien bonne. dessus. Ouais. Oui, je l'ai avec John Hamm. Avec Ouais, John super Hamm. bonne. Ouais. Puis là-dedans, t'as une palme d'or à Cannes. Oui. Barton Fink. Tabarouette. Ouais, Qui est ouais. un des. La plupart des scénaristes considèrent que c'est le meilleur film sur la scénarisation. Mhm. Mhm. Un film qui prend un méchant tournant un moment donné. Toi, tu l'avais-tu déjà Non, vu? non. C'est ça. J'avais hâte d'avoir ta réaction. En fait, c'est quoi? J'ai Ben- envie d'avoir ta réaction là ben- de comment. Quand le film spin. Quand spin, puis tu comprends dans le fond que tu fais un voyage dans son angoisse de, Ouais. de Mhm. writer's block. là. Ouais. Tout avec la peinture, la tapisserie qui décolle, le visiteur du soir, que finalement c'est Satan. Ou, Oui, ouais. c'est ça. à un moment donné, j'étais comme, oh, OK, on y va, Ah là. ouais. On va dans la métaphore, mais il a passé en 4 secondes, le film. J'adore John Turturro, puis d'ailleurs, ça m'a permis de revisiter. Ouais, ben ça me filmographie, c'est un ça acteur fait, important, ouais. oui, puis dans les films des frères Coen, ils jouent tellement des rôles différents. Tu sais, dans Jesus. Miller's Crossing, dans Barton Fink, puis dans The Big Lebowski, il joue tellement des rôles différents, puis il est bon à chaque fois. Puis là, moi, je venais de finir Severance, puis il est tellement bon dans Severance, puis il joue une autre affaire. C'est vraiment un grand Mhm. acteur, Ouais. un grand comédien. Aussi, la scène qu'on a écoutée tout à l'heure de Miller's Crossing, quand il comprend qu'il va le laisser aller, puis il dit « Thank you ». Il est juste comme, il est un peu peddler, genre Ouais. « Ah, t'es fin, je vais y aller, je vais faire ce que tu veux ». Puis finalement, il est con, tu sais, c'est un idiot, lui Ah ouais, aussi. ouais. Qui se Fait- pense supérieur Ouais. à tout le monde tout le long du film. Fait que Barton Fink, ça m'a vraiment surpris. Encore une fois, de toujours penser, comme j'avais pas vu de A Serious Man aussi, fait que je l'ai regardé. Puis c'est jamais des grandes histoires. C'est toujours dans la tête ou dans l'angoisse ou dans le malheur d'un personnage. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Puis il drille là-dedans en mettant des personnages secondaires qui viennent soit un peu nuire ou aider à ça. Puis ben, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça, Barton Fink. Puis Puis j'ai trouvé que ce punch-là, puis les images Ouais. finales avec le feu Ouais. dans l'hôtel, j'étais comme genre, shit, ils ont swingé là, puis c'est vraiment le fun. Puis quand tu m'as dit ça a gagné la Palme d'Or, j'étais comme, ah ouais, OK. À cette époque-là, c'est quoi qui gagnait? C'était pas ça qui Non, gagnait non, la c'est pa- ça. Là, la c'était Palme Emile d'Or. Kusturica, puis des affaires de même. Puis tu sais, John Goodman, il est écœurant Mais là-dedans. dans ses films, dans Ah. Raising Arizona, Mhm. encore une fois, Big Lebowski, Ben, là, dans Inside Llewyn Davis, lui aussi, ils savent. Il n'est pas juste un gros, c'est pas Fred Non. Caillou là, Non, à non, chaque non. fois. Là, il joue plein d'affaires. Dans
Barton Fink. Moi, je pense que c'est un peu le stand-out du film, c'est John Goodman. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Puis je pense que là, c'est le moment de parler de Big Lebowski, qui a possiblement un case comme étant le film le plus drôle jamais fait. Tu sais, je parlais que Raising Arizona, c'est la meilleure comédie, mais Barton Fink est vraiment pas loin. Big Lebowski est vraiment pas loin. C'est vraiment, vraiment cave, ce film-là, avec des hommages à Kraftwerk, à genre au polar de Los Angeles, très, tu sais, années 50, film noir. Tu sais, c'est un film noir, c'est une parodie de film noir, complètement débile, avec le personnage de Dude, un des personnages les plus iconoclastes qui a jamais été vu, avec toutes sortes d'inventions. Avec, tu sais, Julianne Moore, qui a été mon introduction à Julianne Moore, puis wow, quelle introduction. C'est complètement tata, ce film-là, ça n'a pas de bon sens. Là. En fait, non, je pense que Boogie Night a été mon introduction à Julianne Moore. OK, ouais. Elle avait un genre au début, elle. Ouais, tu l'aimais bien. On la voyait souvent. Grande actrice. Très grande. Mais je pense, et qui caractérise déjà cette époque-là, c'est les frères Cohen ont vraiment cette capacité d'un fait très banal, d'en faire une histoire incroyable, et par là même de revisiter, en fait, parce qu'ils le font tout le temps, les États-Unis, que ce soit les États-Unis de manière urbaine ou rurale, t'as une radiographie d'un moment donné de l'histoire américaine, des luttes sociales, de problèmes, vraiment. Oui, parce que c'est ça, c'est pas juste gratuit. Non, Il y a non. toujours un fond de vrai. Puis d'ailleurs, on se retrouve même à travers leurs personnages les plus losers. On reconnaît vraiment beaucoup d'humanité là-dedans. C'est pas juste, ils écrivent pas leur humour pour le rire, mais ils font des études de personnages qui ressemblent à des humains qu'on a côtoyés. Des fois, c'est un peu nous. Des fois, c'est un peu nos malheurs. A Serious Man, moi, ça m'a beaucoup fait ça. Le gars, il ne fait, vous l'avez fraîchement en tête, il ne fait que subir tout le film. C'est juste sa vie qui s'écroule. C'est ça. C'est vraiment un drôle de scénario. Tu sais, à un moment donné, j'étais comme, qu'est-ce que je regarde? Tu sais? Mais ça reste que c'est plein d'affaires qui lui arrivent que je me dis, ah, ça, c'est moi, tu sais, évidemment, je ne suis pas juif, j'ai pas cette vie-là, j'ai pas grandi dans ce type de famille-là, mais tout de même, je reconnais plein d'affaires de ma vie. Puis des fois aussi, ça nous fait dire que notre vie à nous est vraiment aussi absurde que ça. Puis il écrit vraiment bien ça. Puis il y a un truc avec eux, c'est qu'ils sont. Ils ridiculisent complètement leurs personnages et donc les Américains, mais ils les aiment aussi profondément. On dirait qu'ils ne se moquent que des gens qu'ils aiment beaucoup. Mais ils s'en moquent. Puis, tu sais, ils prennent pas de gants blancs non plus, là. Mais je pense que c'est ça le propre de l'humour noir. C'est-à-dire que tu tapes là où ça fait mal. Où ça fait mal, et parce que tu connais. Mais ça me fait aussi... Pour moi, les frères Cohen, puis tu parlais des Monty Python tout à l'heure, ils sont très britanniques dans leur approche, avec vraiment un côté très américain à la fois, mais il y a une approche très subtile. Et on parlera un peu plus tard du Big Lebowski, parce que, spoiler, c'est mon numéro 1. Ah oui, on s'en fout des spoilers, on peut le dire. Mais il y a ce traitement visuel quand le dude est complètement high et que et qui s'imagine la relation avec Julianne Moore, et qui vole, et puis qui a la boule de bowling tout à coup, qui se rend compte, il flotte dans l'air, puis il lui tire un côté très Tex Avery tout à coup, etc. Ben oui. C'est bon, et tu retrouves ça tout le long. Le seul film vraiment de toute leur... Puis c'est dans l'autre section, mais c'est Hail César, là, que là j'ai décroché. Moi, j'ai même aimé ça. C'est le seul où j'ai vraiment pas embarqué dans l'histoire. Dans l'humour. Mais sinon, pour tous ces losers... T'as un côté attendrissant, t'as envie de... Vraiment. Même, tu sais, on parle de William H. Macy dans Fargo. Tu sais, c'est le pire loser, là. Tu sais, toutes ces scènes, c'est pitoyable, son affaire, mais il est super attachant.
quand il se pratique à recevoir la nouvelle que sa femme a été kidnappée, puis devant son miroir, t'es comme, oh my God, c'est tellement laid. Ouais. Ce qu'il fait, tout est laid. Quand il va voir son beau-père, là, qui est un investisseur, puis là, il dit, OK, vous me financez. Puis là, il dit, non, mais de quoi tu parles? Il dit, on n'est pas une banque, là, Jerry, tu sais. Puis là, il est juste comme... Puis au début de cette scène-là, écœurant détail, il arrive pour s'asseoir, il n'y a pas de chaise. Il s'assoit sur le top d'un couch, puis il a tellement l'air cave. Puis il l'aide pas, les deux Mais autres. parce que t'as presque cette gêne, t'es presque gêné pour lui. Ouais, c'est ça. Et ça, ils sont très forts Ouais. à le faire. Puis dès le premier film, un autre film que j'ai regardé récemment, Blood Simple, je l'avais jamais Oui. vu, tout est là. Ouais. C'est pas maîtrisé, tu sens qu'ils n'ont pas d'argent, Ouais. tu sens qu'ils ont, tout est en train de se placer, mais là ils comprennent, ils développent le langage, puis le langage est là dès le premier film, puis quand le film est à son meilleur, c'est le meilleur des frères Coen, déjà dès le premier film, puis dès le deuxième film, c'est Raising Arizona. Fait que là, je suis comme, comment tu peux faire ça? Non, qui arrive fully Ton formed comme deuxième ça? album est jamais bon de même. Là. Non, mais c'est ça. On dirait qu'il y a juste Tarantino qui est arrivé de Mhm. même. Là. Tu sais, un premier film Ouais. indépendant. Oh, c'est qui lui? Puis là, bam, Pulp Fiction. Moi, Mais ça c'est me la même frustre, affaire. ça me frustre, ça. Ouais, c'est Mhm. juste trop Je suis bon, comme, trop vite. Nous autres, on n'est pas ça. On n'est pas Non. ça. Je te montrerai un jour ma deuxième pub. Tu me diras ce que t'en penses. En parlant de deuxième, est-ce qu'on Ouais. parlerait de la deuxième position Très de, bonne idée. notre top 3? Je crois que c'est moi qui suis solo cette fois. Yes, sir. Et vous en avez un commun. Donc, je vais commencer. C'est Burn After Reading 2008, grande comédie. Très intéressante parce qu'elle se situe dans une Amérique après les attentats du 11 Mhm. septembre, où il y a une paranoïa globale, on va dire. Puis c'est ça qu'on critique. Ça part de deux losers qui travaillent dans un gym. Donc, un, c'est Brad Pitt. Qui et- est tellement bon dans ce et- film-là. et il est Il est comme tellement idiot. là. Oui, comme idiot, c'est l'idiot parfait là. Et il découvre un CD avec de l'information, c'est pas très bien, mais compromettante pour la CIA. Et il pense que c'est une bonne idée de faire chanter la CIA. Ça part en couille grave. Vraiment. Ah ouais. The Russians. Ouais. Tout le monde se fait à peu près tuer dans l'affaire. La CIA, on s'en rend compte, sont d'une incompétence totale. Ils comprennent pas Mhm. très bien ce qu'il y a. Et là, la scène que j'ai choisie, c'est À la fin, c'est la fin, c'est comme le débrief. qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? What have you learned? Ouais. Well, sir, there is What? um, What? there is the woman, the gym woman, Linda Litsky. Oh, fuck yeah. God. Where is she? Oh, we picked her up. We have her. We have her to do what with? Can we, She says she'll play ball if we pay for some. I know this sounds odd. Some surgeries that she wants, cosmetic surgery. She says she'll sit on everything. how much? There were several procedures altogether. They Pay it. couldn't. Yes, sir. Okay. Jesus fucking Christ. Yeah. What do we learn, Palmer? I don't know, sir. I don't fucking know either. Et le casting de ce Ah film-là bah oui, est oui, incroyable. parce qu'il y a John Malkovich, il y a Ouais. aussi George Clooney. J.K. Simmons. Ouais, non, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment une. Il a passé un petit peu en dessous du radar aussi, ce film-là, mais Ouais. moi, c'est mon numéro 4, mettons. Ok. Moi, Puisqu'on me l'a pas demandé. Ouais. Je veux vraiment en parler parce que au début, il a été perçu comme un Coen mineur. Ouais. Puis moi, j'étais comme. je comprends Mais ce pas. film-là, il est Hilarant. hilarant. Ah, oui, oui, oui. Genre, j'ai ri tout Ouais. le long. Ben tu sais, oui. comme... C'est pour ça que je dis que c'est les meilleurs réalisateurs de films comiques. Raising Arizona, j'en ai parlé. Big Lebowski, je viens d'en faire un Mhm. hommage. Puis celle-là, Ben oui. pogne-moi une journée, Ouais. puis je vais te dire, c'est le plus drôle des trois. Ouais. Ah ouais. C'est écœurant. Puis le Et speech qui final. vieillit très bien. Oui. Ouais, vraiment. Puis le speech final, j'ai envie de te dire, il m'a influencé dans mon travail au day-to-day. What have we learned? Voilà, Mais parce que Des fois, aussi, c'est l'histoire rien. amène à rien. Ça Non, sert c'est à ça. rien, Mais cette non, histoire-là. mais C'est non. rien. Mais non, c'est ça. Mais- C'est des idiots Exact. C'est tous des qui ont idiots. tous trébuché partout. Même la demande pour la chirurgie
paye-la, man. Pay it, pay it. Et vous avez choisi quoi? Ben là, c'est pas original, mais on a choisi Raising Arizona. La meilleure comédie de tous les temps. Moi, comme je l'ai dit, je l'ai vu, c'est mon entrée en matière avec eux. Puis, ben, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un multimillionnaire qui a plein de bébés. Puis, il y a un couple composé d'un petit criminel de bas chemin Puis et une policière qui ne peuvent pas avoir de bébé. Fait qu'ils décident d'en prendre un, d'en kidnapper un pour se l'approprier. Puis, évidemment que ça vire tout croche. C'est tourné super over the top. Ouais. C'est joué gros comme ça se peut pas. C'est Mais Tex Avery, c'est encore une fois. super cool Ouais. comment c'est shooté. D'ailleurs, je suis tombé sur une version restaurée. C'est tellement beau, là. C'est vraiment le fun de voir Super bien ce shooté, film-là. Ouais, des vraiment. idiots raides. Puis il y a un personnage qui, pour moi, il est hyper iconique. C'est le chasseur de primes, Mhm. joué par Randall Tex Cobb. Son introduction à la matière, j'avais jamais vu quelque chose comme ça. C'est Terminator. Oui, absolument. Ah, c'est Terminator, puis Sur sa moto. sur sa moto, ça explose. Ouais. La musique elle est complètement captivante. D'ailleurs, c'est peut-être possiblement C'est l'extrait qu'on notre a choisi. extrait. Puis aussi, moi, ça a été mon introduction à Nicolas Cage. Ah oui, La ben fois oui. que je le voyais. Puis dans ce film-là, je pense qu'il n'a jamais été aussi drôle. Non. Puis peut-être jamais aussi bon que ça. Quoique Nicolas Cage. Non, c'est un bon quand même acteur. bon, C'est un là, bon ouais. acteur. Puis il y a un détail vraiment en cave, mais moi, j'ai grandi dans une maison des années 70 qui datait des années 70, puis j'avais beaucoup de stucco. Puis quand il lève ses bras, puis il se râpe, mon sous-sol était... Le plafond était en stucco, puis je l'ai vécu, là, tu sais, ce genre de choses-là. Ou un enfant qui est en train d'écrire sur le mur le mot fart. Ça, pour moi, c'est du grand art. Ouais. C'est juste tellement con. Fait qu'on va écouter et regarder pour la version YouTube la version l'introduction du chasseur de primes. That night I had a dream. I drifted off thinking about happiness, birth, and new life. But now I was haunted by a vision of... He was horrible. A lone biker of the apocalypse. A man with all the powers of hell at his command. He could turn the day into night. He was especially hard on the little things. The helpless and the gentle creatures. I didn't know where he came from or why. I don't know if he was dream or vision. Tu sais, le fait qu'ils aient des matching tattoos, ça me fuck. Je sais jamais qu'est-ce qu'il veut dire exactement avec ça. Puis ça fait probablement depuis 1987 que je me pose la question, c'est quoi l'ostification qui ont le même Woody Woodpecker? Ça? Mais dans dans tous leurs films, il y a toujours des éléments, comme on a parlé tantôt, qu'on comprend semi. Tu sais, mettons, Mais dans eux, ils Fargo, comprennent. là, la scène où Marge, elle s'en va au restaurant rencontrer son ami asiatique du secondaire, puis il renoue weirdement, puis finalement, tu comprends qu'il est amoureux d'elle. Puis après ça, elle retourne, puis elle est un peu perturbée, puis elle apprend que tout ce qu'il lui a dit, c'est pas vrai. Tu te dis un peu à quoi ça sert, mais moi, c'est une de mes scènes préférées du film. Oui. Dans The Man Who Wasn't There, il y a une fille qui vient cogner à la porte de chez Billy Bob Thornton la nuit pour lui dire qu'elle a vu des extraterrestres. C'est juste comme, qu'est-ce qui se passe? Puis on dirait que c'est... Moi, j'ai pas l'intelligence de comprendre exactement pourquoi il y a ça dans le film, mais en même temps, je me dis, c'est pas des caves. Ils ont pas juste fait ça pour dire, je vais mettre une scène que les gens vont essayer d'analyser ou d'interpréter comme du... Mais c'est rien. Je sais que c'est pas rien. Je sais que c'est dans la thématique de quelque chose qu'ils avaient en tête quand ils ont écrit Mais ils ce veulent pas te film-là. donner tout ce que tu as besoin pour le comprendre. Ils sont bien à l'aise si tu le comprends pas. L'histoire de tatouage de Woody Woodpecker, quand j'avais 14 ans, quand je l'ai vu, pour moi, c'est qu'ils étaient frères. Moi aussi. Ouais. C'est là que mon cerveau est allé. Je sais que c'est pas ça. Non, je sais, Mais mon cerveau est allé là pendant des années. Oui, quelque chose les liait, puis qu'ils avaient été séparés à la Comme, naissance. tu sais, justement, c'est l'histoire de frères jumeaux séparés. Ça faisait du sens. Puis peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu dire, mais moi, c'était comme ça. Ouais. Donc, je pense à ce que dit Alex. J'aime ça parce qu'il te laisse interpréter les trucs sans faire une analyse de cahier du cinéma. Exact. Je pense qu'il trouve ça correct si tu comprends pas tout à fait. Tu prends ce que tu prends. Ouais. Puis je trouve ça intéressant. Ben, puis là, peut-être segway au bloc 3, mais
ils ont eu un petit dip à un moment donné. Tu sais, je parlais qu'ils ont été très, très constants. Puis dans ma tête, ils n'ont eu qu'un seul petit dip, c'est Intolerable Cruelty puis Lady Killers. Puis, je pense qu'ils sont un peu égarés dans la comédie. Je pense qu'ils ont essayé de faire de la comédie plus grand public, alors que clairement, leur cinéma était assez, j'ai envie de dire, imperméable quand même. Tu sais, il fallait que tu sois sur leur longueur d'onde, ou sinon, ils étaient bien à l'aise de te laisser en plan. Puis, ils sont revenus en force avec No Country for Old Men. Burn After Reading. Puis, tu sais, No Country a été systématiquement considéré comme un classique instantané aux Oscars. Ils ont gagné un Oscar, meilleur film, meilleure réalisation. Oui, meilleure c'est le crowd achievement de leur carrière à Hollywood. Un film... Javier Bardem a gagné un Oscar. Exactement. Ils ont été beurrés de paix soudainement. En fait, ils ont eu ce qui, selon moi, méritait pour Fargo. Je pense qu'ils ont vraiment été volés pour Fargo. Là, ils ont eu leur juste dû. Puis après ça, ils ont enchaîné ça, pas avec un autre film dans le genre comme Fargo, No Country for Old Men. C'est quoi le troisième film de ce triptyque-là? Non, c'est la comédie c'est le troisième film le film le plus niaiseux qu'ils ont jamais fait. Avec Raising puis Big Lebowski, tu sais. Dans ce bloc-ci, on va parler du craft. Puis aussi, moi, j'aime ça dire un petit peu, ça a rapport avec le craft, c'est le budget moyen de leur film est entre 20 et 25 millions. Wow. Big Lebowski, ça a coûté 15 millions, puis Fargo, ça a coûté 7 millions. Ils font toujours de l'argent avec leur film. C'est impossible, ces chiffres-là. Puis j'avais écouté un podcast avec Joel Cohen, puis il disait que Fargo, c'était le film qui avait tourné le moins. Ils ont 1/10 de la pellicule d'un film normal. Ils savaient tellement ce qu'ils voulaient, peu d'éclairage, ils savaient leurs acteurs. Il y avait Roger Deakins, que lui essayait un petit peu de meubler, puis disait on va faire ça plus beau. Il dit non, on rend ça raw. Puis ce film-là est super beau. Il est magnifique. Mais il est simple. C'est vraiment visuellement, là, il n'y a pas grand-chose. Mais ça a coûté 7 millions. Fait que juste ça, il y a tellement une maîtrise du craft dans ce temps-là, parce que nous, quand tu nous dis ça a coûté 75 millions, je dirais, ah ouais, OK, ça se peut. Non, ça a coûté 7 parce qu'il y a une espèce d'économie. Chaque épisode des séries coûte plus cher que ça, vraiment, aujourd'hui. Fait que là, tu te dis, ben, ils ont tellement fait d'argent, c'est pour ça qu'à chaque fois, ils sont capables d'en faire d'autres, des films, puis dès qu'ils veulent en faire un, tout le monde est comme, let's go, on vous donne de l'argent, les frères Cohen. Parce que aussi, leurs films, ensemble, cumulent 39 nominations aux Oscars, beaucoup pour film, beaucoup pour scénario, réalisation et des acteurs. Ils ont gagné 9 fois, comme on a parlé tout à l'heure, dont No Country for Old Men, qui est un peu leur... alors que Fargo a gagné, je pense que c'est Francis McDormand, mais il était en nomination, mais ils n'ont eu rien d'autre. Mais ils ont eu Cannes. Ils ont eu Barton Fink. C'est Barton Fink, c'est pas Fargo, tu as raison, pardon. Leurs scripts sont vraiment stricts. J'ai appris que ils n'aiment pas ça quand les acteurs improvisent. Comme Tarantino, hein. C'est ça. Il faut que ça soit exactement parce que c'est chirurgicalement écrit. Frances McDormand, qui est la femme de Joel Cohen, elle lit tous les scripts à voix haute plusieurs fois devant lui. Puis lui, il écoute la musique mélodie, des scripts pour s'assurer que tout sonne bien dans la bouche d'un bon acteur. Puis elle a fait des voix. Fait qu'elle fait juste ça, pour moi, je suis comme, wow, c'est malade. Et aussi, ils savent souvent qui ils veulent caster. Puis quand ils castent, des fois, ils se donnent le luxe de regarder l'acteur qui vient puis de dire, bon, là c'est là qu'ils se permettent de modifier. Puis moi, je trouve ça, tu sais, nous, on travaille en pub beaucoup plus humblement, évidemment. On ne prétend pas être qui que ce soit aussi proche que les frères Cohen, mais des fois, on a un script puis on l'aime, puis les comédiens arrivent puis on leur fait faire la version qu'on a écrite, mais des fois, on devrait vraiment plus regarder la personne. On disait vraiment, comment tu le dirais à toi? Puis on le fait pas assez, ça. Puis là, il est arrivé un événement sur Fargo. C'est William H. Macy. Il venait pour un autre rôle. Puis finalement, il a dit, je peux-tu essayer ce rôle-là? Puis j'ai un clip de Joel qui explique ce moment-là. When we wrote the script for Fargo, we were imagining the character as being very different temperamentally and physically. So we thought that the character should be a little overweight and uncomfortable in his body, a little bit of a schlub. And Bill Macy came in for another part. He came in for the part of the accountant, which is kind of more natural for him in a way, for a casting director. So he comes in and he reads that part, and he says before he left the room, he said, I was reading the other part, and it's really interesting, and would you please let me just read that too? Well, okay, sure, go ahead.
So he read it, and we thought, okay, this is a better idea. What he's doing here is better than that original conception. And we just cast him in the part, essentially convincing us in a room by reading it. Moi, j'adore des histoires comme ça. Puis tu sais, tu le vois, le personnage est tellement riche quand il joue, puis là, tu te dis, mais non, mais ça pourrait pas être quelqu'un d'autre que ça. Il est parfait, mais lui, ils ont accepté la proposition, puis ils travaillent avec des bons acteurs qui arrivent avec des propositions. Puis là, une fois que tout est locké, ils font le film, puis ils font pas 1000 takes, ils vont juste faire 2-3 takes. Moi, je connais pas ça, moi, cet environnement-là. Non. Ils reviennent souvent aux mêmes acteurs. C'est pas un hasard. Un peu comme une troupe de théâtre. Là. Ils ont un peu cette collégialité-là. Une autre affaire, je pense que c'est important de le noter pour les frères Coen. On a parlé beaucoup de leur style visuel. Ils ont un peu mis sa map Roger Deakins, son cité. Puis ils ont franchement mis sa map Barry Sonnenfeld, qui a fait leurs 3 premiers films. Blood Simple, Raising Arizona, puis Miller's Crossing. Lui, c'est le réalisateur de Men in Black. Oui, exactement, Alex. Ouais. Puis Addams Family, entre autres. Parfait. Puis Get Shorty. OK. Ouais. Fait que, tu sais, il est passé de DOP à réalisateur, puis ils n'ont jamais fait de concession sur le look de leur film. Ils se sont toujours entourés des meilleurs collaborateurs, tu sais, Carter Burwell, clairement. Leur DOP, la liste est magnifique. Leurs films sont toujours fantastiques. Beaucoup trop bien shootés pour le type d'histoire qu'ils font. Exact. Ouais, C'est bien, c'est ça qui fait que c'est le fun à regarder et que c'est riche. La musique de Fargo, elle est grandiloquente, mais l'histoire est tout petite. Ça donne un super beau clash à l'histoire. Ça fit avec le plan quasi D'intro, d'ouverture où tu as une toute petite voiture dans un trait. C'est ça. Fait que ils ont un craft absolument fantastique. Franchement, ouais. Non, mais j'ai peu de choses à ajouter à ça. C'est-à-dire que c'est une référence pour moi esthétiquement. C'est une référence même. Je savais pas qu'ils étaient aussi méticuleux et dictatorial dans leur écriture, mais je pense que ça prend ça peut-être pour. Ça se sentit maintenant qu'on le sait. Ouais, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça fait du sens. Ouais, mais c'est-à-dire que pour moi, c'est des artisans de montrer vraiment à nu l'absurdité du monde. Que, je ne sais plus dans lequel, là, il y a quelqu'un qui meurt avec une tondeuse, là. J'ai un blanc, mais j'ai l'image en tête. Mais... Tu veux dire dans Fargo, quand il est dans le wood shredder? Oui. Ouais, c'est ça, oui. Qui pousse, là. Ouais. Les arrête. Avec son casque. Mais il y a ce côté très chaotique dans lequel ils amènent du sens, et je pense que ce sens vient dans cette rigueur créative où tout est au détail, et qui est même au détail, comme tu viens de le dire, à des budgets très serrés. Je pense qu'on leur donne 100 millions et ils ne savent pas quoi faire avec. Exact. Ils n'ont pas besoin de ça. Et ce ne sera pas la même chose. Il y a un truc un peu, comme on a dit, ça fait 40 ans qu'ils font des films ensemble. Il y a peut-être une lassitude. Ça fait quelques années qu'ils n'ont plus rien fait. Le dernier film qu'ils ont fait ensemble, c'est The Ballad of Buster Scruggs, que j'avais vraiment aimé. Sur Netflix. C'est 7 ou 6 short films qui se passent dans le Wild West. Et ça fait 5-6 ans, là, maintenant. 2018. Mais ils ont annoncé l'année passée qu'ils faisaient un nouveau film ensemble, un film d'horreur. Oh, ça, j'ai hâte. Puis il faut savoir qu'ils ont. Oui, là, ça, c'est comme. C'est combo! Tout est là. Oui, puis il faut savoir qu'ils sont très proches collaborateurs de Sam Raimi depuis leur tout début. En fait, je pense que c'est Joel qui était un assistant sur le premier Evil Dead. Puis c'est le même qu'ils se sont connus les deux. Sam Raimi a aussi écrit avec eux Hot Sucker Proxy. T'es tous des gars du Midwest et tout. L'autre affaire aussi que je trouve intéressant à noter, c'est que, tu sais, au début, leur crédit était particulier. On les appelle les frères Coen, mais jusqu'à très récemment, Joel était le réal, et Ethan était le producteur. Et ce que je trouve drôle, je me dis, j'ai toujours pris ça comme étant, non, mais c'est parce que c'était la guilde des réals. Tu ne peux pas avoir de réal. C'est ça. Puis c'est eux qui ont fait changer ça notamment. Mais ce que je trouve drôle, c'est depuis qu'ils ont commencé à brancher out et à faire leur propre affaire, Joel
son film qui a fait tout seul, Macbeth, a été super bien reçu. Mhm. Et les films, puis celui que j'ai rendu à 3 films, je pense, Eaton, ont tous été assez massacrés par la critique. Fait que peut-être que réellement, Il y en a un le des deux, réel, c'est c'était Joel, puis Eaton était Ça le serait producteur. triste, ça serait triste. Mais ça. c'est ensemble, c'est la Ben somme oui. des deux qui fait qu'ils sont C'est aussi le bons. Macbeth tu sais. sur Apple TV. Avec Ouais. Denzel. Avec Denzel Ouais, en noir et blanc. Puis l'autre, c'est l'histoire de Jerry Lee Lewis. là. Oui, ça, c'est un documentaire. ouais. Ça, c'est le bon film de Eaton. Les autres, Ouais. c'est des comédies. Est-ce qu'on irait à notre top 1? Ben oui. OK. Max Ouais. et moi, on a le même top 1. On en a parlé abondamment. Fargo. Ouais. Toi, tu as dit qu'il était dans ton top 10. Moi, je pense que c'est dans mon top 5 de mes films à vie. écoute, C'est un film parfait. Il n'y a Ouais. aucune mauvaise scène. Il n'y a Mhm. aucun mauvais casting. J'aime revoir ce film-là le plus souvent possible dans ma vie. Francis McDormand, qui arrive 38 minutes après le début du film, c'est un personnage incroyable, iconique même. iconique. Elle est enceinte. Son Mhm. mari, Ouais. qui lui fait des petits déjeuners, Mhm. vient y porter de la bouffe, son lunch au commissariat de police. C'est tout des beaux. C'est un beau personnage dans leur panoplie de personnages. Ouais. Il n'existait pas tant que ça, ces personnages-là. Il y a tellement des bonnes scènes de suspense. C'est la scène sur l'autoroute avec le shootout, c'est vraiment bon. Mm. Il y a des scènes tellement caves Non. avec les prostituées, entre autres. Euh, Quand il l'amène dans une soirée, l'espèce de... Ah, c'est tellement triste, là, tous ces personnages. Peter Stormare, Buscemi. puis Steve Buscemi, c'est tellement un duo dégueulasse. Je sais pas, c'est tellement maîtrisé. Puis c'est un film très personnel pour eux. C'est un film du Midwest. C'est des gars du Midwest. Clairement, ils ont mis, j'ai envie de te dire, probablement toute leur enfance et leur famille, leurs Mhm. proches. Puis pas avec méchanceté, Non, avec amour. un vrai portrait de, Ouais. de la réalité, d'une réalité qui Ouais. existe. Leur Et la- réalité, oui. Ouais, la scène qu'on a choisie, c'est la deuxième fois que Marge retourne au concessionnaire de chars interroger Jerry Lundegaard. Puis là, il commence à comprendre qu'il est dans marde. Puis là, il répond tout croche. Puis c'est juste un chef-d'œuvre de malaise et un duel d'acteurs écœurants. Elle a gagné l'Oscar, puis lui, il est en nomination. Puis c'est débile, cette You scène. done any kind of inventory recently? The car's not from our lot, ma'am. But how do you know that for sure without doing a... Well, I would know. I'm the executive sales manager. Yeah, but I understand. We run a pretty tight ship here. I know, but, well, how did they establish that, sir? Ma'am, I answered your question. I'm sorry, sir. Ma'am, I answered your question. I answered the darn... I'm cooperating here. And there's no, Sir, you have no call to get snippy with me. I'm just doing my job here. I'm not, I'm not arguing here. I'm cooperating. And we're doing all we can. H. Macy est incroyable là-dedans. Hein. C'est vraiment, ben c'est ça, là, je sais plus, je pense que j'en ai dit en long et en large. On a tout dit. On a tout dit sur ce magnifique chef-d'œuvre. OK. Ben moi, j'ai pris de Big Lebowski Yes. comme mon numéro 1. Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi. Ça gagne habituel. Ça, c'est, voilà. John Turturro. Oui, aussi, c'est vrai. Jesus. Jesus. Comédie noire décalée. Mm. Nouveau, ça part de l'absurde. Un tapis souillé, une identité, c'est une identité, comment dire ça, Une confusion. une ouais, erreur sur la d'identité. personne. Et une erreur sur la personne, et tout part de nouveau en couille. C'est toujours ça. Ouais, Ben oui, c'est ça. ça part vraiment en couille. Et je pense que c'est un portrait très juste et satirique des années 90. C'est un Goodman qui a un trauma de vétéran. Ex-militaire, Et ouais. ouais, il y a tout ce côté de New Age. Il y a la musique là avec le pseudo groupe Band, allemand, ouais. Kraftwerk, qui veut. C'est juste parfait. Et puis ce personnage de Dude
qui est devenu comme iconique, donc plein de répliques sont devenues des mimes. Les White Russian. Et là, j'ai choisi une des séances les meilleures, c'est quand... Parce que la moitié du film se passe Dans au une allée de bowling, où il y a des discussions très importantes. Et le rival de ce trio improbable de Goodman, Bridges et Buscemi, pardon, ont leur rival qui est Jesus. Your way, but my point is that Are you ready to be fucked, man? I see you roll your way into the semis. Dios mío, man. Liam and me, we're gonna fuck you up. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Let me tell you something, Pandejo. You pull any of your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes, I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Jesus. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus. C'est de l'appropriation culturelle, mais c'est drôle. Ouais, c'est très, très bien écrit. Puis il vient se faire insulter. Puis, That's your opinion, man. C'est tout. C'est tellement lame comme comeback. Mais il est tout le temps... Mais Ouais, il voit il est tout. thunder, là. Nine your own dude. Relax, relax. Il est soit drogué, soit sous, tout le temps. Il suit les événements. C'est juste parfait. Est-ce que pour un thème comme les frères Cohen, on a eu des questions du public? Ben, ça serait weird. Ça me semble qu'ils sont jeunes, généralement. Oui. Ben, Puis, peut-être. Ouais, on va. Bonjour, je m'appelle Laurent Bernier, j'ai 12 ans. Et là, je sais que vous faites un podcast sur les frères Cohen, mais moi, j'ai jamais vu aucun de leurs films. Mais tout ce que je peux dire, c'est que s'il fallait que je fasse un film avec mon frère, ça serait le chaos. Don't get me wrong, je l'aime, mon frère, mais c'est juste faire un film, une catastrophe. Juste faire le ménage d'un sous-sol, ça vient au chaos. Je comprends pas comment ils font pour travailler ensemble et même faire des films ensemble. Bon point. Oh, ouais, c'est philosophique aujourd'hui. Ouais, Ils ont beaucoup en commun avec leur père, hein? Qu'on connaît pas, là, mais... Non, d'ailleurs, je pense qu'ils ont dû se faire poser, les frères Cohen, cette question 1000 fois, comment c'est travailler ensemble. Mais 40 ans, il y a quelque chose qui doit fonctionner quand même. Il faut. Ouais. Une autre question? Peut-être. Bonjour, je m'appelle Sacha Bernier. En fait, j'ai une recommandation de top 3 que vous pourriez faire. Vous pourriez faire un top 3 sur les meilleurs trailers de films. Je pense même que vous pourriez faire un épisode complet sur les trailers de films. J'aime ça. Par exemple, moi, le trailer de Last Jedi, là, ça m'avait donné le goût, mais... Fais-tu tout ça pour faire une joke sur le Last Jedi ou... Non. C'est une bonne suggestion de top 3 et d'épisode. En passant, vous avez l'air un peu stiff sur vos chaises dans le premier épisode de la saison 3. Dans la version YouTube? Ouais, dans la version YouTube. Tu trouves? Ouais, un peu. Il est en dehors de démographie. Oh là là. Oui, Wow. c'est vrai. Mais c'est une bonne suggestion de... Puis je veux pas être méchant, mais j'ai coché la case pas recommandée aux enfants sur YouTube. Donc, pour vrai? Oui, parce qu'on... C'est pour ça qu'il l'a pas vu. C'est moi qui ai montré. Qu'est-ce que ça passe? Tu disais, tu être un peu raide. OK. C'est pour ça peut-être qu'on est revenu à... Puis peut-être qu'on tournera sur le tabouret la prochaine fois. Mais oui, peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Ah non, non. Pas. Peut-être qu'on sera dans un studio plus grand la prochaine fois. J'adore. On ne sait pas. On a fait un peu le tour, je crois, messieurs. Mais avant de se quitter, est-ce qu'on ne ferait pas des recommandations rapides de choses à voir, écouter, goûter peut-être? Il y a peut-être un restaurant qui vous a fait plaisir dernièrement. On fait ça maintenant? Oh, je ne sais pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Max, tu veux te lancer? Oui, je peux bien. Comme beaucoup de monde, j'écoute pas mal de reviews de cinéma sur YouTube. Puis j'ai mes go-to, tu sais. Puis je n'ai trouvé un nouveau dans les dernières semaines que je connaissais pas, que je trouve très drôle. Il s'appelle The Critical Drinker. Ah, ben ouais. Tout bon, tu connais. Il a adoré Andor, mais il aimait rien. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est qu'il aime absolument rien. Puis quand il aime pas quelque chose que t'aimes, t'es comme « il me semble que t'es harsh un peu. » Fait que le personnage, c'est un Brit qui parle comme s'il était au pub. Puis il a vraiment un phrasé puis un débit unique à lui qui est extrêmement drôle en soi en partant.
Sa voix est drôle, sa façon de parler est drôle. Et il écrit bien. Manifestement, il écrit vraiment bien. Puis il est vraiment harsh, un peu comme une pitch meeting. C'est un peu... il se fait un malin plaisir à démolir des films. Mais il y a toujours des bons points quand même. Même quand il démolit un film que j'aime, je suis comme, il a pas complètement tort. OK. Puis tu sais, il y a genre 2,3 millions d'abonnés. Là. C'est pas comme, c'est pas comme nous. Là. Chacun de ces podcasts se termine par That's it, go away now. Il finit toujours moi, c'est en lien avec l'épisode d'aujourd'hui. OK. C'est le podcast de Roger Deakins qui s'appelle Team Deakins. Roger Deakins, c'est le DOP de prédilection des frères Coen. Tout le monde a un podcast. Ouais. Lui, il reçoit la crème du craft à Hollywood. Comme nous. C'est animé par sa femme, productrice associée ou consultante de Roger de longue date, comme nous. Ils reçoivent autant des réalisateurs comme Joel Cohen que Denis Villeneuve, que des monteurs, des animateurs, des DOP, des production designers comme Pat Vermette, notre Pat Vermette. C'est vraiment nerdy, mais c'est vraiment très intéressant, surtout pour du monde qui aime le craft. Fait que je vous le recommande chaudement. C'est très bon, effectivement. Je vais vite rebondir là-dessus. Je regardais la caméra. On s'est dit qu'un de nos objectifs, c'est d'avoir M. Denis Villeneuve autour de cette table, vu qu'on est à Montréal. Ouais. Donc voilà, si quelqu'un connaît M. Villeneuve... On connaît quelqu'un. On le connaît, mais on est gêné. Voilà, mais si quelqu'un le connaît comme... Appelez-le pour nous. Voilà, on est vraiment... On adorait pouvoir discuter craft avec lui. Voilà, je lance ça là. Parfait. Après, je peux prendre ma retraite. C'est vrai. C'est ça. Donc, moi, ma recommandation, c'est un podcast aussi qui... Oui, ça a à voir un peu avec de quoi on parle, et pas trop à la fois. C'est un podcast fait par deux Français, des anciens d'un collectif qui s'appelle Golden Moustache, qui est Adrien Méniel et Florent Bernard, et ils ont un podcast qui s'appelle Le Floodcast. Donc, c'est un podcast qui existe depuis 10 ans. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'ils ont annoncé il y a 3 semaines qu'ils arrêtaient. Ça m'a rendu très, très triste. Tous les lundis, ça sort. Ils me font beaucoup rire. Ils ont tout le temps des invités. Et ils jouent un peu aux grosses têtes. C'est-à-dire qu'ils parlent d'une anecdote, puis les invités doivent deviner de quoi on parle. C'est très drôle. Donc, si vous ne connaissez pas, ça finit, mais vous avez 10 ans de Floodcast à écouter. Moi, j'aime beaucoup. Donc, même si je sais bien qu'ils ne nous écoutent pas du tout, je voudrais juste les remercier pour 10 ans d'excellents podcasts. Et puis, j'aimerais bien que nous, on puisse faire 10 ans aussi. Et que quelqu'un soit ému parce que ça s'arrête. Voilà. C'était ça sur une note positive. Merci beaucoup. Merci, Garcia. Merci à Oli au son et à l'image derrière la cabine. On se retrouve dans un mois. On parlera, si je ne me trompe pas, de Matrix. Yes! Que notre ami Maxime attend de pied ferme. Et d'ici là, amusez-vous bien. Prenez soin de vous et passez un très bon été. À bientôt. Bye bye.